Donc ce qu'on a fait là avec la correction précédente, c'est qu'on a vu dans la partie FreeRTOS .c, donc toc, je supprime tout, FreeRTOS.c qu'on avait tout à l'heure. Dans cette partie-là, on a fait la partie app init, donc c'est-à-dire qu'on a créé nos tâches et on a vérifié qu'elles fonctionnaient. Et ce qu'on avait observé, visiblement sur terminal série, c'est que j'ai uniquement la tâche 3 qui tourne. Ok, toutes les tâches ont été créées, mais j'ai que la tâche 3 qui tourne. D'accord? Ouais. Vous avez oublié de changer du coup le type de borne, du coup ça spam un peu. C'est-à-dire? Dans le code, faut. Ah oui, oui. Oui, effectivement. Ça spam un peu, au final on n'a pas une seconde de délai. Parce que vous avez à peu près une seconde de délai, je crois. Entre chaque. C'est peut-être ça, non? Pardon? Ouais. Bref, le for il est là pour faire travailler, mais c'est pas trop ça qui m'intéresse en vrai. Je vais pas décider de montrer comment l'analyseur logique, tout simplement parce qu'on me l'a piqué. Mais du coup, on va se débrouiller autrement. Juste, moi j'ai un petit outil, je me mets en debug, je run. Donc là on voit que ça tourne. Je mets une pause et... Ah non, vous voyez que j'ai un petit problème moi. Si toutes les tâches ont été créées, il faut que je corrige un truc, excusez-moi. Les aléas du direct. En fait, j'ai fait des petites manips pour essayer de vous montrer un autre logiciel et je crois que ça n'a pas marché. Ah, 20 000 que je voulais mettre, pas 2000. Allez, on recommence. Donc moi, je me suis mis un petit peu plus de mémoire. Ça passe parce que vous allez voir sur la partie build, en termes de RAM, tout ça, je suis à peu près 30%. Donc c'est quelque chose qui est raisonnable. Donc je vais exécuter le code. Ça a l'air de tourner. Ok. Je mets pause. Et avec un de mes outils que j'ai ici, toc, je vais exporter des données qui ont été enregistrées par un outil tiers. Ok. Je vous en parle pas. Et cet outil, il va me permettre de vous montrer un truc un petit peu magique. Non, c'est pas lui. Je vais ouvrir le fichier qui vient d'être généré. Ce fichier-là, il arrive dans mon workspace. Mais encore une fois, ça, c'est pas chez vous. D'accord? C'est que chez moi. Toc, RTOS2. Ah non, c'est pas là. Ah, c'est pas là, pardon. STM32QB2. Ça, c'est pas chez vous. C'est quelque chose que... C'est un outil que je n'ai que moi. Mais on observe ça. On observe le travail chronologique entre les tâches et le système d'exploitation. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai en bleu le démarrage. J'ai ici la tâche 3 qui tourne. Et on voit effectivement pas les autres tâches tourner. D'accord? Si je me remets dans STM32QB2, il y a un truc que je vous ai demandé de regarder, c'est la partie Windows, View, FreeRTOS, et de voir la liste des tâches. Et vous voyez normalement que toutes les tâches sont à l'état ready. Il y en a une qui est running, c'est la tâche 3. Et puis la dernière tâche, vous ne l'avez pas. Voilà, c'est mon outil d'analyse de code, de programme. Mais du coup, vous avez créé combien de tâches, vous, explicitement? 3 tâches. Et vous en voyez apparaître 4. Il y a une tâche idle qui apparaît ici. D'accord? Vous pouvez voir qu'elle est de priorité 0 et que nous, nos 3 tâches sont de priorité 1. D'accord? Et effectivement, quel que soit le moment où vous faites run et pause, vous ne voyez toujours que la tâche 3 qui run. Uniquement la tâche 3. Ok? Regardez cet outil, il est intéressant. Je zoome un petit peu. Toc. Et on va observer des choses ici. Ah, je pensais qu'on aurait plus de choses. Ah, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas si vous arrivez à voir. Je rezoome encore un peu. Oui, si on peut zoomer. Toc. Qu'est-ce que vous voyez? Enfin, est-ce que vous voyez bien? C'est pas forcément facile. J'ai un malloc ici 1032 et un malloc 96. Et j'ai xscreate tâche 1 et j'ai
ready tâche 1. Donc là, en fait, ces 4 étapes-là me permettent, enfin ces 3 étapes, pardon, et plus le petit flag ici, me permettent de voir que la tâche 1 a été créée. Ok. Alors pourquoi 1032? Moi, j'ai mis en taille de stack 256. Ça me fait combien d'octets en tout? 256 mots. Les mots, ils font 32 bits, 4 octets. Donc 256 x 4. 1024. Okay. Donc 1024. Et là, j'ai juste un tout petit peu au-dessus de 1024 qui est alloué. Okay. Ça, du coup, vous comprenez tout de suite que c'est la stack qui a été allouée en mémoire pour ma tâche 1. D'accord? Ici, j'ai un malloc 96. C'est ce qu'on appelle le TCB, le Task Control Block. Je le passe un petit peu sous silence pour l'instant, on en reparlera plus tard. Mais c'est ce qui permet au système d'exploitation de connaître les caractéristiques de la tâche. Okay, et de savoir est-ce que je peux la mettre à exécuter ou pas, où se trouve son code, tout ça. Okay. Et puis après, la tâche 1 est créée et elle passe dans un état qui s'appelle l'état ready. Elle est prête à être exécutée. Juste après, j'ai la même chose. Malloc 1032, malloc 96, donc la stack de la tâche 2, le TCB, le Task Control Block de la tâche 2. Ma tâche 2 est créée, elle est ready. Ok. Et pareil avec la tâche 3, juste ici. Ok. Là-dessus, tout le monde est d'accord? Ok. Je dézoome un petit peu. Et j'ai d'autres événements qui arrivent bien plus bas. Touc, touc, touc. Qui arrivent par ici. Et là, regardez ce que j'ai. J'ai encore un malloc. Encore. Enfin, malloc 1032. Ça ressemble encore à une stack de tâches qui est allouée. Encore un TCB, malloc 96. J'ai une tâche qui s'appelle idle qui est créée. Et elle est prête à s'exécuter. Ok. Donc là, j'ai ma tâche idle qui s'exécute. Enfin, qui est prête, pardon, à s'exécuter. Donc ça veut dire que là, il y a une tâche supplémentaire. Et en plus, qu'est-ce qui se passe à partir d'ici? Vous voyez un truc? À partir de la transition entre le rouge et le bleu, là. Enfin, le bleu et le rouge. Qu'est-ce que vous voyez en plus? OS tick 1. Donc en fait, on a le système d'exploitation qui se lance. C'est son premier tick. On va voir le tick, c'est l'intervalle auquel il est censé se réveiller. D'accord? Chez nous, il est paramétré pour 1 milliseconde. Et il y a le tick 1, le tick 2, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du tick 1, il n'y a que la tâche 3 qui s'exécute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce, pour tous les ticks. Ok? Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. C'est qu'il n'y a que la tâche 3 qui s'exécute. Déjà, est-ce que vous savez quels sont les états que peut prendre une tâche sous FreeRTOS? Il y a 3 états principaux. Il y en a un quatrième, suspended, qu'on oubliera. Mais il y a 3 états principaux. Et c'est des états qu'on trouve quasiment dans tous les OS. Là, vous en voyez déjà 2 états. Ready, elle est prête à s'exécuter. Running, elle s'exécute. Et blocked. Elle est bloquée, elle est en attente d'une ressource. D'accord? J'ai combien de tâches à l'état ready? Je peux en avoir combien? À l'état ready. Je peux en avoir plusieurs. Ok. À l'état bloqué? Plusieurs. Je peux avoir plusieurs tâches en attente d'une ressource extérieure. Et à l'état running? Ok. Alors une, c'est dans notre cas. Pouvez-vous être plus précis, plus générique? Ouais. Une par cœur. Une par CPU. Ok. Donc autant de tâches à l'état running que de cœurs sur votre PC, sur votre machine. Juste pour vous dire que ce qu'on va voir, nous, on verra une impression de parallélisme, mais c'est pas vrai. D'accord? Ce sera du pseudo-parallélisme. Ça vous va? Alors là, du coup, on est dans ce qu'on appelle le mode coopératif, c'est-à-dire que les tâches, elles coopèrent. Il n'y a pas d'OS, enfin l'OS ne va pas interrompre les tâches en cours d'exécution. Donc ce qu'on va faire, vous l'avez peut-être vu, donc j'avance dans le sujet, hein, voilà, ça c'est en gros ce qu'on voit ici. Ok. Et là, du coup, si on fait un chronogramme, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a le main au départ, donc vraiment ce qu'on appelle la partie bare metal, donc début de microcontrôleur. On crée les tâches, donc les tâches elles deviennent à l'état ready, même ici en fait. Ici, elles sont à l'état ready, toutes les tâches. Et puis, j'appelle la fonction vtask start scheduler, donc on rentre dans du code du kernel, et là, le kernel lui donne la main à la tâche 3. Et la tâche 3 ne fait que travailler. Elle ne rend jamais la main. On est OK là-dessus? Donc du coup, on vous présente un petit peu plus loin la partie task yield, qui vous permet de faire la commutation des tâches.
Ok. Cette commutation des tâches, eh ben, je vais la programmer pour toutes les tâches. C'est-à-dire que ici, avant je vais faire un stop. Avant de reboucler, je vais faire un task yield. Ok, et je le fais pour toutes les tâches. Toc. Et encore ici. Donc ça, c'est une fonction de FreeRTOS qui permet juste à la tâche de dire j'appelle le kernel pour qu'il puisse s'exécuter. D'accord? Donc là, je compile. On va pouvoir débugger. Parfait. Est-ce qu'on est prêt pour le debug? On est prêt pour le debug et c'est parti. Et là, toutes les tâches ont été créées. Et là, je vois 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2. Donc c'est parfait. J'ai mes tâches qui ont l'air de tourner, cette fois-ci à tour de rôle. Parce que la fonction task yield qu'on a vu là va faire en sorte que la tâche 3, elle démarre. Elle fait son travail, elle envoie des choses par UART. Elle a fini de travailler. Et là, elle fait un yield, c'est-à-dire je rends la main, à l'ordonnanceur. À l'ordonnanceur, qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter une autre tâche. Là, cette fois-ci, si je me mets en pause, et je regarde, là, c'est la tâche 3 qui est à l'état running. Si je recommence, cette fois-ci, c'est la tâche 1 qui est à l'état running. Ok? Je refais pause, ce sera peut-être encore la tâche 1, peut-être encore une autre tâche. Ça dépend du moment auquel je fais pause. On est d'accord là-dessus? Ok. Alors, je refais, paf, ma petite commande. Je refais ma petite commande, on y arrive. Juste pour vous montrer maintenant ce qui se passe du point de vue de l'OS. Prêt? On commence à avoir des belles choses. Alors, cette tâche-là, je vais la virer, c'est la tâche de supervision. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Comme tout à l'heure, j'ai toujours la création de mes 3 tâches. Mais vous voyez là, si je vais encore de manière un peu plus fine, elles deviennent ready à des moments différents, parce qu'elles sont créées dans un certain ordre. Il faut du temps pour exécuter le code de création des tâches. Ça vous surprend pas. Ok. Donc je vois la création des 3 tâches, elles sont toutes les 3 à l'état ready. Et quand je dézoome, ici, pareil, je devrais trouver la tâche idle, qui pourra passer à l'état ready également. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une alternance entre toutes mes tâches. Vous la voyez bien, cette alternance? Ok. Donc ma tâche 3 qui est ici, là, c'est la première tâche à s'exécuter. Elle est dans quel état, là? Elle est running. Les tâches 1 et 2 sont dans quel état? Ready. Elles sont prêtes à être exécutées. Ce qui fait que là, si je zoome ici, bon, j'ai pas d'infos visiblement, mais si je zoome ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la petite partie où toutes les tâches sont assurées là? C'est le moment où on va commuter. Qui commute? C'est l'OS. Donc en fait, pendant ce petit temps mort qu'on voit ici entre les 2 tâches qui sont running, on a l'OS qui est en cours d'exécution. L'OS, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il n'exécute pas taskil. Taskil permet d'appeler l'OS. Vous savez de quoi son boulot à l'OS? Au système d'exploitation. Au scheduler pour être plus précis. Changer l'état de la tâche 3 en ready. Ouais. Et passer du coup sur tâche 1 Ok, alors pourquoi il choisit tâche 1? ça. Pourquoi c'est le prochain? Parce que c'était les dernières à être créées. Elle commence par le 3. Alors il commence par le 3 parce que c'est la dernière et après, effectivement, il y a un tour de rôle. Ok. Est-ce que vous avez essayé de mettre la priorité 2 par exemple pour la tâche 2? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire que la deuxième. Ok. On pourrait le faire, on verrait le petit temps mort, le petit temps d'exécution de l'OS. Et en fait, ce petit temps mort qu'on voit, c'est le temps mort du scheduler, c'est là où il prend la décision de quelle tâche on va mettre à exécuter. Et donc, il y a plusieurs algorithmes qui existent. Dans FreeRTOS, c'est un algorithme de round robin par priorité. Comment ça marche? On prend toutes les tâches qui sont à l'état ready. Parmi toutes les tâches à l'état ready, on va voir celles qui sont de plus haute priorité. Parmi celles de plus haute priorité à l'état ready, on va faire un tourniquet, un round robin. Ok, et on va les faire tourner à tour de rôle. Là, en l'occurrence, j'ai 3 tâches.
j'ai 4 tâches qui sont à l'état ready. Idle, tâche 1, tâche 2, tâche 3. On prend celle de plus haute priorité, donc idle n'existe plus dans cette liste-là. Il ne reste plus que la tâche 1, 2 et 3. Et parmi la tâche 1, 2 et 3, j'ai un tourniquet où les 3 vont tourner à tour de rôle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, et ainsi de suite. Ça vous va, ça? Est-ce que vous savez, à vue de nez, approximativement, quelle est la durée d'exécution des tâches là? On peut voir en nombre de ticks à peu près. Je ne me rends pas compte là. Là par exemple ça commence au tick 1 et ça se termine au tick 33. Donc à peu près 33 millisecondes quoi. Ok. Est-ce que vous avez une possibilité d'estimer la durée d'exécution des tâches? Si j'enlève le for, c'est quoi la principale activité de votre tâche? L'UART. Ok. L'UART, on est à quel débit? 9600. Ça vous va si on arrondit à 10 000? Ok. 10 000 bits par seconde. Il faut combien de bits pour envoyer un caractère? Pardon? Bits. Vraiment bits. Il faut combien de bits pour envoyer un caractère? C'est plus que 8. 10. Pourquoi 10? Il y a les 8 bits de données, ce qu'on appelle la charge, la payload, et il y a un bit de start et un bit de stop. Donc il me faut 10 bits à 10 000 bits par seconde, ce qui fait un bit toutes les millisecondes. Un caractère par milliseconde, à peu près. D'accord? Et en fait, si on a mis 9600 et pas 115 200 comme au précédent TP, c'est parce que justement, la milliseconde, c'est l'ordre de grandeur du scheduler, du temps d'exécution du scheduler. Donc on pourra voir, avec cette durée-là, justement, des entrelacements de caractères. On en reparlera un peu plus tard. Ok? Mais là, pour l'instant, sachez qu'il y a plusieurs ticks. C'est-à-dire que l'OS pourrait se réveiller à chaque tick, mais là, il ne le fait pas. On laisse les tâches tourner. D'accord? C'est juste les tâches qui décident au moment où ils le souhaitent. Donc ici, par exemple, de faire un task yield et donc de rendre la main au kernel qui lui va faire le choix, sur la tâche à exécuter. Ça vous va? Et donc ça, c'est un petit truc que vous êtes censé tracer. Alors, comment on peut le tracer? Je vais essayer de le faire comme ça avec vous. Comment je l'aurais tracé, moi? Oula, on va prendre un truc plus clair. Non, c'est pas ça. Si. Non, c'est pas ça. Ah, je suis perdu. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai pas le background là. Appearance. Canva Color, il est là. Allez. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de tracer un exemple de chronogramme qu'on est censé voir. Quoi qu'ils sont déjà tracés dans votre poly, non? Ok. Donc si je prends mes différentes tâches, toc, elles vont être là. Alors on a du coup, on va parler du main, la fonction main. La fonction main, elle commence, d'accord? Elle va exécuter un peu de code. Parmi ce code, il y a quoi comme fonction qui est appelée? While. Comme fonction. Init. Il y a app_init. App_init, elle me permet de faire quoi? De créer mes 3 tâches, donc que j'ai appelées T1, T2 et T3. Et donc, quand le app_init est appelé, admettons ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma tâche 1, elle devient ready. Ma tâche 2, elle devient ready. Et ma tâche 3, elle devient ready. Ok? Qu'est-ce qui se passe un petit peu plus loin à ce moment-là? La tâche 3 fait quelque chose. Alors, avant la tâche 3. On rend la main au kernel. Ouais, on donne la main au kernel. En fait, effectivement, on appelle app_init. Mais après app_init, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction
vtask start scheduler. Donc on lance le scheduler. Et à partir de là, c'est l'OS qui prend la main, qui travaille un petit peu. Donc ça, c'est le scheduler. D'accord? Qui va tout planifier. Et pendant ce temps-là, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on quitte le mode microcontrôleur, en gros. On quitte le mode bare metal et on passe en mode, exécution du système d'exploitation. D'accord? Et donc, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait au démarrage? Il va donner la main à la tâche numéro 3 en la mettant à l'état running. Ok? Donc ma tâche 3, elle run. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ma tâche 3, qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Ma tâche 3, elle n'est pas interrompue. Ma tâche 3, elle travaille. Elle envoie quelque chose sur l'UART, elle fait sa boucle for, donc ça simule du travail. Elle manipule une broche, et après elle fait un task yield. Qu'est-ce qui se passe ici, précisément? Donner la main par les schedulers. On donne la main au kernel, au scheduler. Donc là, le kernel se met à travailler à ce moment-là. Ça, alors, je vais essayer de le faire en étant propre, mais ça va pas être facile. Ça, c'est la fonction task yield. D'accord? Et task yield redonne la main au kernel. Et le kernel qu'est-ce qu'il fait? Il va donner la main à une tâche qui est prête et qui va être la tâche T1. Ok? Pendant ce temps-là, la tâche 3, elle est dans quel état? Elle reste à l'état ready. Donc je vais mettre des pointillés pour symboliser l'état ready. D'accord? Comme là sur ma tâche T2, j'ai des pointillés parce qu'elle est ready. Ok? Et ma tâche T1 était ready jusqu'au moment où elle s'exécute vraiment ici. Ma tâche 1, qu'est-ce qu'elle fait? Si je regarde le code, c'est exactement pareil. Ma tâche 1, elle travaille un peu et elle finit par faire un task yield. Et donc on a toujours ça. Donc là, l'OS y travaille. Et qu'est-ce que va faire l'OS après? Il va redonner la main à une tâche qui n'a pas été exécutée depuis longtemps. Ok? Et en fait, on va avoir ce tourniquet que vous avez observé avec les durées qui dépendent notamment du nombre de caractères qu'on envoie. Ok? Avec du coup l'OS qui est appelé à chaque fois entre temps. Hop, hop, hop. Ça vous va? Ouais. Par rapport à notre schéma, nous on n'a pas main et scheduler, mais kernel, et du coup on met les deux. Non, par rapport à votre schéma, tu veux dire par rapport à ce qui est dans le sujet ici? Ouais. J'ai rajouté le main, et le kernel ici, c'est le scheduler dans mon schéma, moi. Ok. Voilà. J'ai rajouté le main pour... On fait pas la longue du début. En fait, c'est pas vous faites pas, moi je vous le présente comme ça. Voilà, c'est... Et en fait, honnêtement, la plupart des chronogrammes qui sont dans le sujet, je les ai repris, mais il faudrait que je les refasse. Et j'ai pas pris le temps de les refaire. Okay. Et pour être plus complet, maintenant j'aurais tendance à inclure le main. Pour vous montrer la distinction entre le monde bare metal et le monde avec OS. Okay. Et en fait, on aura besoin d'avoir la distinction entre ces deux mondes dans un chapitre. Ok? Et donc on a toujours les tâches qui sont à l'état ready. Alors pareil, il n'y a pas de norme pour dire que un trait plein c'est running, des pointillés c'est ready. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre R pour ready, moi je mettrais un B pour blocked. Enfin je ferai des trucs comme ça d'ailleurs pour blocked. Mais bref, on en reparlera plus tard. Il n'y a pas de norme. Faites juste en sorte que ce soit clair pour vous et clair pour moi quand je vous corrigerai. Voilà. C'est important ça aussi. Ça vous va? Vous avez des questions là-dessus déjà ou pas? Donc ça c'est la partie coopératif. Ok. Ouais. C'est pas pour ce schéma-là, mais c'est pour ce qui joue après avec le vtask delay. Oui. Et bien justement, je vous en parle de vtask delay. Là, cette fois-ci, on va remplacer les task yield par des vtask delay. Alors, vous avez dû voir que
pour la suite, vous avez dû mettre à 1, j'y arrivais, dans votre freertosconfig.h, donc freertosconfig.h, vous avez dû mettre à 1 la macro vtask delay. Déjà, premier point. Ça veut dire quoi, la mettre à 1 ou la mettre à 0? Ah, c'est comme le processing et Pour habiliter. Oui, j'y reviens après. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire, plutôt que de mettre 0 ou 1? Il y a la configuration du projet, dans le configurateur graphique. Vous avez mis disable partout, y compris là. Si vous aviez mis enable, la macro aurait été à 1. Ok. Donc avec le configurateur graphique, ou alors à la main, on vient le modifier, et comme ça active ou désactive des propriétés. Maintenant, effectivement, si je reviens sur FreeRTOS et que je fais un vtask delay à la place de 1000. Vtask delay, je vais cliquer dessus. Il va pas m'ouvrir. Il va pas m'ouvrir. Alors, il est dans FreeRTOS, source. Il est dans task.c, vtask delay. Regardez cette fonction, elle a un truc un peu particulier, c'est qu'elle est indentée, elle ne commence pas à la colonne 0. La raison, c'est qu'en fait, avant, il y a ça. Et ça, c'est quoi? C'est ce que disait Zimini par rapport au processeur. Si jamais on n'a pas mis le vtask delay, il est juste exécuté. C'est ça. Donc, ça permet quoi? Ça permet de compiler ou pas cette fonctionnalité-là. Ça permet de dire, j'en ai besoin, elle est là. J'en ai pas besoin, et ben j'économise de l'espace mémoire. D'accord? J'économise de la mémoire programme, du flash. Okay. Donc ça permet de tailler sur mesure votre système d'exploitation en fonction de ce que vous avez besoin de faire avec. D'accord? Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet de soit d'avoir un truc très minimaliste, très léger, soit d'avoir un truc bien complet avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour un projet un peu complexe. Ok? Est-ce qu'on explique un peu le code? Après, on explique le code. Pour l'instant, j'ai juste remplacé les task yield par des vtask delay. Je vais débugger. On va regarder ce qu'il se passe. Alors, j'ai rien. Ah, j'ai pas un run. Ça peut aider. J'ai pas sauvegardé. Ah, pardon, j'ai mis le task yield que... Bah tiens, le task yield, j'ai pas mis partout. Donc qu'est-ce qu'on voit? J'ai remplacé le task yield par un vtask delay uniquement dans la tâche 1. Je me demande si c'était pas un truc qui vous a demandé un truc de ceci. Et après, il faut faire les 3. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, le 1 il est delay, il apparaît que toutes les tics. Le 1 est delay, il n'apparaît que tous les 1000 ticks. On va voir si je peux vous le montrer. Et les autres, ça tourne. Alors, est-ce que vous avez mis pause? Il devrait apparaître plus loin. Le sujet nous demande d'enlever la pause. Ouais, d'enlever la boucle fort. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous remarquez? Ah mince, du coup, c'est pas bon. Si? Je pense qu'il y a juste la table bloquée. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma tâche 2, elle était à running, parce que c'est elle qui tourne. Je suis dans le code de la tâche 2. Ma tâche 3, elle est à l'état ready, parce qu'elle a fait un task kill, donc elle a juste rendu la main à l'OS pendant qu'elle tournait. Et la tâche 1, elle est marquée en delayed. En fait, c'est juste une spécification de l'état qui s'appelle blocked. Le vrai état, il s'appelle blocked. Donc la tâche, elle est bloquée. Ok? Bloquée, ça veut dire quoi? Je vous rappelle, en attente d'une ressource. D'accord? En attente d'une ressource soit interne, soit externe. Mais là, j'attends que le délai soit écoulé. D'accord? Voyons voir si je peux vous montrer quelque chose d'intéressant encore avec ça. Je vous ai prévenu que j'allais parler beaucoup. Hein. Toc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Au tout démarrage, mes 3 tâches, elles sont ready. Je travaille avec ma tâche 3. Ma tâche 3, qu'est-ce qu'elle fait ici?
pour rappel. C'est la dernière. La tâche 3, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle fait le task yield. Donc elle rend la main au kernel. Ok. Le kernel, le scheduler décide de faire tourner la tâche 1. La tâche 1, elle tourne. On est prêt? Peut-être dézoomer un peu. Donc la tâche 1, elle tourne, elle tourne, elle tourne, on est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à un moment donné où elle va avoir fini son travail. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah là, du coup, il appelle le VTS. Ici, ma tâche, elle appelle le vtask delay. Bon, il s'avère qu'on passe au tick numéro 65 de l'OS. D'accord, retenez ça. Et ici, j'ai plus le hachurage vert. Pourquoi? Parce qu'elle est bloquée. Parce qu'elle n'est pas ready, elle est bloquée. Donc elle passe dans un autre état. D'accord? Et donc si je dézoome un petit peu, ce qu'on observe, c'est que ma tâche 2, elle tourne. Elle va faire un task kill, donc elle va rendre la main à la tâche 3. La tâche 3, elle fait un task kill, donc elle rend la main à l'OS, pardon, qui rend la main à la tâche 2. Et ça tourne comme ça. Jusqu'à un moment donné, est-ce que j'ai assez de mémoire? J'ai pas assez de mémoire. Ok, est-ce que je peux recommencer vite fait? Toc, toc. Toc, toc, toc. Est-ce que je peux mettre 100 000? Ah, j'ai pas mis des bugs. Ça marche pas. Est-ce que je peux mettre 80 000? Ça marche pas. Bon, bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, si je prends le schéma que je vous ai tracé là, ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que la tâche 1, dans mon exemple, elle va se retrouver bloquée. Et donc, pendant un moment, elle ne pourra pas reprendre la main, et donc j'aurai bien l'alternance que de 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, jusqu'à rendre la main à la tâche 1. Ok? Alors, est-ce que ça a compilé? Oui, ça a compilé. On va réessayer encore une fois. Toc, ça tourne. Yes, super. Donc là, on le voit, la tâche 3, elle a tourné, elle a fait le task kill. La tâche 1 a fait un vtask delay cette fois-ci. Ok, donc on était au tick 65. Et qu'est-ce qui se passe au tick? Devinez lequel? 1065. La tâche, du coup, elle devient ready. Elle ne devient pas running. Regardez ici. Tick numéro 1064. Donc, pour qu'elle soit exécutée au prochain ordonnancement, si possible, et ben elle passe à l'état ready. Donc ici, ma tâche 1 devient ready. Elle n'est pas pour autant exécutée immédiatement. Elle attend quoi pour être exécutée pour être exécutée? Le prochain tick. Pas le prochain tick. La prochaine fois qu'elle a sa position dans le tour. Non. Après la troisième tâche. En fait, la bonne réponse, c'est un mélange de tout ça. Mais la bonne réponse, si vous voulez être plus général, c'est jusqu'au prochain appel au scheduler. Que le scheduler décide que en fait, ça fait longtemps que tâche 1 n'a pas tourné et que ce serait le moment. D'accord? Et en fait, il y a différents choix pour que ce soit le scheduler. Soit au prochain tick, quand on est dans un autre mode de fonctionnement, ce qui n'est pas notre mode actuel, soit quand une des tâches, la tâche 2 ou la tâche 3, on ne sait pas laquelle en fait est en cours d'exécution à ce moment-là. Mais quand une des tâches a fait un task yield. Ok? Et donc là, la tâche 3 va faire son task yield. Alors visiblement, il préfère rendre la main à la tâche 2, je ne sais pas pourquoi. Et après, c'est la tâche 1 qui tourne. Ok? Ça vous va? Des questions sur cette partie-là?
Non, pas de questions? Ok. Ah,